Bonsoir, bonjour tout le monde, dépendamment de quel coin du monde vous êtes. Ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont au Burundi, ceux qui sont en Australie. Salut tout le monde. Euh, je m'appelle Frédéric Nzeimana. Euh, Aujourd'hui, nous avons invité des gens pour parler un peu de la question qui nous touche, nous tous en tant que Burundais, en tant que Congolais, en tant que Rwandais, des gens de la région des Grands Lacs. Nous allons essayer de parler de la question de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. OK. Et alors, de quoi s'agit-il? Agression de la RDC par le Rwanda de Paul Kagame. Attaque de Robert Tutsihima de Red Tabara, suivi d'un massacre de Hutu au Burundi. Fermeture des frontières par le Burundi, les frontières avec le Rwanda. Une guerre annoncée par le président de la République démocratique du Congo contre le président du Rwanda, Paul Kagame, qu'il considère comme franchement l'Adolphe d'Afrique. C'est dans cet ensemble-là d'informations qui touchent l'Afrique des Grands Lacs qu'on aurait aimé discuter un peu pour pouvoir donner quelques précisions, parce que nous avons des précisions sur certains points qui intéresseraient et les Burundais, et les Congolais, et les Rwandais, et les deux présidents de la RDC et du Burundi, les deux gouvernements ensemble. Oui, nous pensons tous qu'effectivement, le président, le Rwanda et surtout son président, c'est un problème pour la région. Et nous allons essayer de donner quelques éléments qui permettent finalement de le démontrer pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, j'avais préparé une présentation que j'ai appelée l'agression de la RDC par des éléments du FPR de Paul Kagame du Rwanda pourrait probablement changer de direction et même prendre fin si le gouvernement du Burundi ou si le gouvernement du Congo pouvait convaincre le gouvernement du Burundi de sortir du tiroir le génocide commis en 1972 contre les Bahutu par le groupe de Tutsi Bahima du Burundi. La question, c'est comment et pourquoi. Il y a trois réponses à ça. Le génocide des Bahutu commis au Rwanda en 1994 pourrait être imputé au FPR de Paul Kagame comme l'auteur que le tribunal pénal international sur le Rwanda n'a pas pu identifier. Ça, c'est une première raison. Une deuxième, le génocide des Batutsi commis au Rwanda, toujours au Rwanda, en 1994, s'expliquerait finalement par l'utilisation du même modèle de planification utilisé par les Bahima du Burundi en 1972, qui consiste à sacrifier des Batutsi pour en accuser des Bahutu ou des Bantu. Voilà pour la deuxième raison. Pour la troisième, oui, il y a moyen d'établir une similitude entre le chef nazi Adolf Hitler et le président du FPR, Paul Kagame du Rwanda. Cette similitude est possible et j'essaierai de vous donner des éléments. Alors, j'ai récolté jusqu'à 6 éléments qui permettraient l'agression de la RDC par Kigali de changer de nature, la façon que c'est expliqué, de changer de nature et même ramener la paix dans la région des Grands Lacs. Premier point. Le premier point qui pourrait changer les choses, c'est si le gouvernement du Burundi, issu du parti CNDD-FDD, s'il faisait connaître dans les plus brefs délais au monde
le génocide commis contre les Bahutu en 1972 au Burundi par la dynastie des Bahima du Burundi. Et tenez-vous bien, je ne parle pas de la dynastie des Batutsis, je parle bien de la dynastie des Bahima pour des raisons que je fournirai plus tard aussi. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième, la question, la nature du conflit en RDC et dans la région des Grands Lacs pourrait changer de nature et même prendre fin s'il était exposé au monde. Comment ce génocide a été rendu possible grâce à la complicité des réfugiés Tutsis rwandais au Burundi qui ont enseigné précisément au groupe de Bahima du Burundi, celui-là même maintenant affilié au FPR de Paul Kagame, via ce que vous avez entendu au nom de Red Tabara, comment prendre le pouvoir au Burundi en utilisant le génocide contre les Hutus afin que ces derniers les aident à reprendre le pouvoir au Rwanda à l'avenir. Ce point signifie ce sont les Bahima ou les Tutsi Bahima du Rwanda qui étaient réfugiés au Burundi qui ont appris aux Bahima, aux Tutsi Bahima du Burundi comment prendre le pouvoir au Burundi en se servant de génocide afin qu'une fois qu'ils prennent le pouvoir au Burundi, ce pouvoir les aiderait pour prendre le pouvoir au Rwanda et en Ouganda et maintenant en République démocratique du Congo. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, ça pourrait changer si la communauté internationale prenait connaissance de ce stratagème de planification du génocide commis contre les Bahutus, consistant à sacrifier des Tutsis. Et quand je dis Tutsis, ça dit des Tutsis d'appartenance clanique non Hima. Parce que plus tard, je vous montrerai qu'il y a deux groupes de Batutsi, ceux qui s'apparentent des Tutsis seulement, mais il y en a des Tutsis qui s'apparentent seulement au groupe de Bahima. Ceux qui sont sacrifiés, c'est toujours les Batutsi non Hima, mais on dira seulement que ce sont des Batutsi qui ont été tués. Donc, consistait à sacrifier des Tutsis non Hima pour en accuser les Hutus ou afin de les exterminer par la suite. Quatrième point, ça changerait la nature du conflit s'il était exposé au monde entier. Cette possibilité, que ce soit la méthode apprise des Bahima du Burundi, qui a pu être utilisée au Rwanda par le FPR de Paul Kagame en 1994 contre les Batutsi du Rwanda, ce dernier n'ayant pas pu, ce dernier c'est Paul Kagame au tribunal pénal international d'Arusha, ce dernier n'ayant pas pu démontrer comment c'est le gouvernement du président Habyarimana qui aurait planifié le génocide des Tutsis du Rwanda plutôt que le FPR lui-même. La question a été tranchée. Paul Kagame n'a pas pu convaincre le tribunal comment c'est le gouvernement du président Habyarimana qui aurait planifié le génocide des Batutsi de 1994. 5. Ça changerait si la RDC, la République démocratique du Congo, et le monde entier obtenaient cet élément de preuve révélé dans le génocide burundais que le président Paul Kagame serait personnellement responsable du génocide rwandais de 1994, dans quel cas il devient assimilable au dictateur nazi Adolf Hitler qui a bouleversé l'histoire du XXe siècle avec sa politique militaire d'annexion de territoire et la mise en place de la solution finale destinée à l'extermination des races inférieures, en sorte que 6 millions de personnes ont trouvé la mort dans les camps de concentration, et cela comprend des juifs, des tziganes, des homosexuels et des handicapés. Et enfin, si la République démocratique du Congo et le monde apprenaient l'anneau manquant, il s'agit d'un anneau qui manque pour comprendre.
s'ils apprenaient à nos manquants sur les véritables motivations qui poussent le président du Rwanda d'abord à financer militairement des attaques de groupes rebelles de Tutsi Hima burundais comme Red Tabara, visant à renverser le gouvernement du Burundi issu du CNDD-FDD, entendez des Hutus, avant qu'il ne signe une loi reconnaissant le génocide de 1972 afin qu'il ne soit jamais révélé au monde. Ce point signifie Kagame finance des groupes rebelles de Tutsi burundais sous des noms de Red Tabara en vue de renversement le gouvernement actuel du Burundi, disons de tendance Hutu, avant qu'il ne révèle au monde le génocide commis au Burundi, parce que c'est ça le problème numéro 1 de Paul Kagame. Okay. Qui suis-je pour dire cela? Je m'appelle Frédéric Nzeyimana, je suis ethnologue, enseignant au Collège universitaire du campus Gatineau au Canada, spécialiste en anthropologie, langue et lettres africaines et philosophie. Ma thèse de maîtrise en anthropologie est en rapport avec ce qu'on appelle en ethnologie la dynamique de la conscience ethnique au Burundi. Dynamique de la conscience ethnique au Burundi. Voulant expliquer comment et pourquoi mon père est du clan d'Obadjiji, comme il y a beaucoup de tribus au Congo, on en a des clans au Burundi avec des noms différents. Mon père est du clan d'Obadjiji, mais il a été tué comme un Muhutu alors qu'il ne l'était pas au cours du génocide de 1972 commis par le gouvernement du président Hima, Michel Michombero, puis enfoui dans une des 5000 fosses communes identifiées au Burundi. Me servant d'une méthodologie de l'anthropologie économique, je démontre notamment comment des classes sociales, entendons ici les classes de Bahutu et de Batutsi du Burundi, comme au Rwanda, des classes sociales au départ non ethniques finissent par fonctionner comme de vraies ethnies différentes. Ça, c'est la première chose que je démontre. Deux, comment les sociétés traditionnelles du Rwanda et du Burundi sont en tout semblables aux autres sociétés de l'Afrique subsaharienne, du Congo ou du Rwanda. C'est tout semblable, c'est la même chose. Et on les appelle en anthropologie comme des sociétés lignagères, entendez, claniques, d'autosubsistance. Société lignagère d'autosubsistance. Et toute la question, c'est comment chaque clan ou chaque lignage l'autosubsistance, c'est qu'est-ce qu'ils font pour survivre. Et ici, c'est pour vous dire que les Hima sont spécialisés pour survivre à partir des tueries d'autres. Ils vous tuent et récupèrent vos biens et récupèrent. Ce sont des groupes qui se sont spécialisés à récupérer les biens des autres en utilisant des méthodes génocidaires. Et la troisième chose que je démontre, c'est justement la différence, parce que la différence entre un Mututsi, les Batutsi et les Bahima, le nom est utilisé distinctement, mais il y a une grosse différence quand on dit Batutsi, mais surtout quand on dit Bahima, il y a une grosse différence entre les Batutsi et les Bahima. Et c'est au Rwanda où il y a cette confusion. Et moi, je vais vous montrer que le groupe avec lequel nous avons un problème, et au Burundi, et au Congo, pour tout ce qui est arrivé, même si l'ensemble des Tutsis est concerné, mais le groupe qui pose problème, et c'est celui-là qu'on aimerait qu'il soit identifié, c'est vraiment le groupe des Bahima. OK. Alors, aux Congolais et à tous ceux qui ne le savent pas, que Batutsi et Bahima ne forment pas un même groupe anthropologique, l'éclairage nous est fourni justement par l'étude des sociétés lignagères d'autosubsistance. Un des éléments importants de mes recherches qui pourrait intéresser les auditeurs de cette émission, surtout congolais et rwandais, est comment la structure clanique traditionnelle du Burundi diffère de celle du Rwanda
et comment la structure du Burundi ne confond pas les Batutsi et les Bahima. Au Rwanda, les Bahima n'existent pas, ce sont des Batutsi, mais au Burundi, les Batutsi ne se confondent pas avec les Bahima. Car il existe une tendance à confondre le Burundi et le Rwanda, et beaucoup d'historiens et journalistes se sont trompés sur plusieurs points, surtout en confondant les deux termes, alors qu'ils désignent deux groupes et deux notions différentes, à savoir un lignage et une classe sociale. Première erreur, en affirmant que les Bahima constituent un même groupe que les Batutsi. Ce n'est pas vrai. Les Bahima, même quand ils se disent Tutsi, sont différents des Batutsi. Deuxième erreur, en affirmant à tort que les deux sociétés du Rwanda et du Burundi avaient en commun toutes les deux, trois ethnies, les Batutsi, les Bahutu et les Batwa, c'est faux. Cela est vrai seulement pour le Rwanda. C'est là où on a seulement trois groupes, les Bahutu, les Batutsi et les Batwa. Au Burundi, on en a 5. En plus des trois, Bahutu, Batutsi, Batwa, nous avons les Bahima et les Bagano. Les Bahima au Burundi, traditionnellement, c'est un groupe à part, à côté des Batutsi. OK? Erreur numéro 3, les monarques du Rwanda admettent leur identité Tutsi, mais pas le cas des monarques du Burundi, appelés Baganois, ou oser appeler le roi du Burundi en Muganwa. C'était une insulte grave, ça pouvait te valoir la mort tout de suite. Erreur 4, bien plus au Burundi, plusieurs interdictions empêchent toute interaction entre les Ganois et les Hima, entre les Baganois, les monarques et les Hima, entre les Batutsi et les Bahima, entre les Bahutu et les Bahima, et entre les Batwa et les Bahima. Tous les groupes du Burundi, il y a une interdiction d'interaction avec le groupe des Bahima. Alors, il était interdit, par exemple, aux Bahima de fouler le palais royal du Burundi. Et il était interdit au Burundi avant, aux Batutsi et aux Hutus, de contracter des mariages avec des Bahima. Comment alors le conflit de la RDC, à partir du Rwanda de Paul Kagame, se comprendrait mieux avec l'éclairage fourni par le génocide commis au Burundi contre les Bahutu? Serait-il possible de prouver la qualification donnée au président Paul Kagame par le président de la RCC, Félix Tshisekedi, comme Adolphe Hitler de la région de Grand Lac? Est-ce qu'il serait possible de le prouver? Ma réponse comme anthropologue est certainement oui. Avec ce qui se passe avec le génocide au Burundi, il devient possible de faire ce rapprochement. Et pour ce faire, il s'agirait de prouver que le président Paul Kagame a de près ou de loin participé à la planification d'un génocide semblable à l'Holocauste des Juifs par le parti nazi d'Adolf Hitler. Et c'est le génocide commis contre les Bahutu en 1972 au Burundi que le gouvernement du président du Burundi garde, que le gouvernement du Burundi devrait sortir dans les plus brefs délais, parce que le plus qu'on tarde de sortir cette question du génocide commis par, il est possible qu'on ne soit pas capable d'anéantir la politique de Paul Kagame, alors que si ce génocide sortait immédiatement, Kagame s'en trouverait multiplié par 0, parce que c'est ça qui fait sa force et en RDC et au Burundi et au monde entier. Donc, ça permettrait donc de clarifier la position du président de la RDC, Félix Tshisekedi, et faire comprendre au monde sans hésitation les aspects communs du président du FPR, Paul Kagame,
avec ceux du parti nazi d'Adolf Hitler, responsable de l'Holocauste de 6 millions de Juifs et de près de 400 000 homosexuels. Pour des besoins de la présentation, je m'arrêterai ici comme introduction pour que finalement je puisse répondre à des questions beaucoup plus spécifiques à partir de ce que j'ai dit. Et alors, moi, j'arrêterai mon introduction ici et je vais passer la parole d'abord aux citoyens congolais, puisqu'on voulait vraiment que notre conférence s'adresse pour que la communauté congolaise et la RDC comprennent qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider à régler le problème. Et on aimerait il s'appelle comment? Raymond, Oui, entendu mon introduction, vas-y. Et j'aimerais que tu parles des précisions pour que je puisse préciser. Pour le reste, on verra plus tard. OK. d'accord. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, félicitations pour cette initiative et surtout votre introduction déjà nous donne matière. Monsieur Frédéric Zelimana, en tant que président en fait de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, je vais me tourner donc vers vous en tant qu'expert et anthropologue burundais. Vous êtes mieux placé vraiment pour euh, euh, organiser cet événement. Donc, j'aimerais obtenir votre analyse en fait concernant les tensions dans la région des Grands Lacs, puisque cette région est confrontée aux agressions des Red Tabara et du M23 soutenus par les Rwandais. Donc, dans cette, euh, dans cette situation critique, comment le Burundi, qui est également affecté par ces conflits, pourrait-il en fait collaborer avec la RDC pour développer une réponse unifiée afin de contrer les menaces, sécuriser les frontières et instaurer une paix plus durable dans la région? Plus précisément, je dirais, quel élément nouveau que le Burundi peut fournir à la RDC qui a déjà entamé une campagne justement pour arrêter les agressions du Rwanda et dont le Burundi est désormais une victime de plus du Rwanda. Quel élément nouveau le Burundi peut contribuer pour qu'ensemble, les deux pays puissent arrêter cette campagne du Rwanda, comme je le disais? Merci. Merci beaucoup pour la question et je vais y répondre et après je passerai la parole à Isidore qui a une formation militaire. C'est lui qui va préciser exactement de quoi je parle en termes militaires parce que je vais proposer la solution et j'aimerais que quelqu'un qui a fait de la stratégie militaire me dise oui, ça pourrait régler cette question-là, même si ce que je propose n'est pas nécessairement d'ordre militaire, mais les stratégies militaires combattent, l'important c'est de gagner. OK? Alors c'est pour ça que quand moi je vais donner la solution pour répondre à ta question, et après Isidore Gonzumami, j'aimerais qu'il se prépare pour préciser comment militaire, comment justement cela pourrait contribuer à cela. Oui, l'agression du Rwanda au Congo, comme anthropologue. Et la nature du conflit, si je le simplifie, c'est ceci. Il se passe un génocide, soi-disant, de Tutsis au Rwanda. Ce génocide a eu lieu, il ne fait aucun doute, puisque déjà sont morts, ça a eu lieu. OK? Et le gouvernement de Paul Kagame est supposé poursuivre des génocidaires qui ont fui en République démocratique du Congo. Donc, il justifie son intervention au Congo. D'abord, il poursuit des génocidaires, des génocidaires qui ont fait du mal au Rwanda. Et c'est pour ça qu'il est justifié dans ses actions au Congo. C'est quelqu'un qui poursuit des génocidaires. Et toute la question comme anthropologue se trouve là. La question c'est, dans les faits, c'est qui le génocidaire? Est-ce que c'est les Hutus qui ont fui au Congo ou c'est Kagame lui-même? Pour l'instant,
le monde sait que les génocidaires, ce sont les Hutus du Rwanda qui ont fui au Congo et que Kagame, c'était le protecteur des Tutsis et qui fait que comme chef d'État, il peut aussi traverser les frontières et aller poursuivre pour des questions de sécurité les génocidaires au Congo. Voilà comment le monde connaît ce qui se passe au Congo, c'est à partir du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et un gouvernement qui poursuit des génocidaires au Congo. Cette version n'a pas été prouvée comme fausse jusqu'à aujourd'hui et je serai la première personne à vous donner l'élément que vous cherchez comme cette version-là, elle est fausse et c'est le problème numéro un du président Paul Kagame politiquement. Il ne veut pas que cette version soit renversée parce que si c'est renversé et que c'est lui, finalement, le génocidaire. Pour le trouver, c'est en termes, et je vous ramènerai donc au tribunal pénal international d'Arusha. C'est là où la question a été tranchée. Comme anthropologue, le génocide, de la façon qu'on le définit, il est défini par une intention, d'abord, de commettre un génocide, puis suivi par des actes de génocide. C'est deux morceaux différents. Les Tutsis qui meurent au Rwanda, tués par l'OFPR ou tués par les Bahutus, ce sont seulement des actes de génocide. La question, quand on étudie la question du génocide, c'est toujours de demander, mais d'où est-ce que ça sort? Qui avait planifié avant qu'il y ait des actes, qui a planifié que des Tutsis seraient tués sous forme de génocide? C'est ce qu'on appelle démontrer l'intention génocidaire qui vous devez le prouver. Et j'utiliserai maintenant, par exemple, tu vois, l'Afrique du Sud vient d'amener Israël et au tribunal international en l'accusant de génocide pour ce qui s'est passé à Gaza. Et de la façon que j'ai suivi comme anthropologue, j'ai dit qu'il sera très impossible de prouver que Israël a commis un génocide sur les Palestiniens à partir de la définition du génocide parce que justement, il est question de ces deux morceaux. L'intention, il est difficile de prouver qu'Israël avait une intention d'assassiner et de détruire des Palestiniens avant l'attaque de Hamas. Et alors, dès qu'il y a autre chose qui est passé avant, il est difficile de revenir accuser quelqu'un qui avait l'intention de détruire un groupe, alors que finalement, tout le monde sait comment ça a commencé. Pour la question du Rwanda, c'est un peu cette question-là qui se pose. Qui a planifié le génocide des Tutsis de 1994? Il y a deux possibilités. Soit c'est le gouvernement du Rwanda de Habyarimana, donc des Bahutus, soit c'est le FPR même de Paul Kagame. Mais comme Paul Kagame est celui qui a gagné, c'est lui qui a amené au tribunal pénal international d'Arusha la question en disant c'est le gouvernement Habyarimana, c'était ça l'accusation, c'est le gouvernement Habyarimana qui a planifié le génocide des Batutsi au Rwanda. Et alors, au tribunal pénal international d'Arusha qui a eu lieu en 1995 jusqu'à 2012, 95 à 2012, le gouvernement du Rwanda de Paul Kagame n'a pas pu convaincre le tribunal que finalement le gouvernement de Habyarimana avait vraiment une intention d'avance d'assassiner ou de faire un génocide contre les Tutsis. Et ça a été tranché. Nous le savons, nous le tenons d'un avocat qui a été défendre donc des Rwandais au tribunal d'Arusha, et c'est lui qui nous a, quand nous avons parlé du génocide du Burundi, c'est lui qui nous a dit, ah, il s'est passé comme ça au tribunal, on n'a pas pu prouver, Kagame n'a pas pu prouver que c'est Habyarimana qui avait planifié le génocide des Tutsis, et le tribunal devait passer à une deuxième phase pour prouver que si ce n'est pas Habyarimana, maintenant on doit prouver que c'est le FPR de Paul Kagame.
Et c'est ça que Kagame a bloqué. On a arrêté le tribunal. Et avec tous les appuis externes des Français, des Américains, de quoi, ils ont arrêté le tribunal. On n'a jamais traité la question de prouver que c'était Paul Kagame qui finalement est le FPR qui avait planifié le génocide des Tutsis du Rwanda, des Tutsis du Rwanda. Et c'est ça le problème numéro un de Paul Kagame. Okay. Alors, pour rester sur la question du Congo, quand ce qu'il a fait au Congo, c'est des génocides. Il assassine des tribus, et maintenant il s'est devenu même que, finalement, il est venu défendre même les Tutsis du Congo, les Banyamulenge, et ainsi de suite. Et c'est la question ethnique pour tout Tutsi qui s'est introduite au Congo, où vous avez, je ne sais pas, plus de 300 tribus différentes. La question pour tout Tutsi, c'est elle qui anime la guerre en République, à l'est de la République démocratique du Congo, alors que le Congo connaît plusieurs tribus anthropologiques où cette question ne se pose pas, mais elle s'est posée à partir de où? À partir du Rwanda, mais surtout à partir du Burundi. C'est pour ça que ça nous ramène au Burundi. Où est-ce que la question Tutsi s'est posée en premier? En termes de génocide, c'est au Burundi. C'est au Burundi où les réfugiés Tutsis du Rwanda qui ont fui au Burundi en 1959, frustrés d'avoir perdu le pouvoir qui a été donné au président Kayibanda, ils ont cherché comment retourner au Rwanda parce qu'ils veulent toujours être au pouvoir. Et c'est eux, maintenant, à partir des preuves que je pose, c'est eux qui ont influencé. Et c'est là où la question de Tutsi et de Hima s'est intervenue au Burundi. Ils n'ont pas influencé les Tutsis du Burundi, parce qu'au Burundi, on a des Tutsis, on a des Bahima. Ils ont influencé le groupe de Bahima qui n'avait aucun pouvoir au Burundi, zéro, parce qu'il était interdit aux Bahima de fouler le pied dans la monarchie qui est considérée comme la monarchie Tutsi. Ils ont, ce groupe de Tutsi du Rwanda, ils ont influencé le groupe de Bahima qui n'avait aucun, zéro pouvoir au Burundi. Ils ont dit, on va vous aider à prendre le pouvoir au Burundi. Et après, quand vous allez le prendre, vous allez nous aider à retourner au Rwanda. Et c'est comme ça vraiment que ça va se faire. Et alors, comment se fait-il qu'un groupe qui n'avait aucun pouvoir au Burundi traditionnel, donc les années jusqu'à 1966, les Hima n'ont aucun pouvoir au Burundi. Mais c'est eux que ces Rwandais, maintenant, Hima, dans le groupe du Rwanda, la confusion vient du fait qu'au Rwanda, on ne distingue pas les Hima et les clans Hima et les clans Batutsi. Au Rwanda, ils sont tous des Batutsi. Mais dans ce groupe de Batutsi au Rwanda, il y en a qui sont de clans Hima, même si on les appelle des Batutsi. Et au Burundi, les Bahima du Burundi et les Bahima du Rwanda ou de l'Ouganda, de façon clanique, ils sont des mêmes clans. Ça veut dire qu'ils sont de la même famille. Ils se connaissent, qu'ils soient au Burundi, au Rwanda, au Congo, en Tanzanie ou en Ouganda. Ahima du Burundi connaît Ahima de l'Ouganda. Ahima de l'Ouganda connaît Ahima qui se trouve au Congo. Ahima qui se trouve au Congo connaît Ahima qui se trouve au Rwanda. Pas les Batutsi, les Hima. Les Bahima se connaissent, c'est les Bahima de toute la région et c'est pour ça qu'ils s'entraident. Alors, les Bahima du Rwanda qui étaient enfouis dans le nom de Tutsi du Rwanda, on dit aux Bahima qui étaient au Burundi, on va vous aider à prendre le pouvoir. Et ils ont renversé le pouvoir des Baganwa en donnant maintenant le pouvoir des Batutsi du Burundi.
Et ils ont pris le pouvoir en 1966. Ils prennent le pouvoir et ils avaient un problème, comme celui du Congo maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble des clans de Bahutu qui sont majoritaires au Burundi? Comment prendre le pouvoir? On peut renverser le groupe qui est au pouvoir, mais qu'est-ce qu'on va faire du groupe majoritaire? Comme si tu te posais la question de savoir qu'est-ce que je veux faire des 300 tribus du Congo pour être celui qui contrôle Kigali et ils vont qui contrôle Kinshasa. Et la solution des Hima, c'est celle-ci. On va les génocider. On va génocider toutes les tribus du Congo, par exemple. La question, c'est comment est-ce que c'est possible? On penserait que ce n'est pas possible, mais oui, c'est possible de génocider toutes les tribus du Congo. Et c'est ça vraiment la politique des Bahima. C'est cette méthodologie-là qu'ils utilisent. C'est tout ce qu'on appelle l'infiltration du gouvernement de Kinshasa dans le militaire, dans les ministres, partout, parce que vous ne savez jamais que c'est lui, mais lui, c'est pourquoi il est venu. Et à un moment donné, il peut éliminer tous les chefs des tribus au Congo. Ceux qui sont capables de voir des choses, il ne doit pas éliminer tout le monde. Il élimine seulement ceux qui pourraient l'empêcher ou ceux qui pourraient le voir. Et donc, c'est une politique génocidaire où on coupe la tête des groupes et après, il peut prendre le pouvoir. Ça, c'est arrivé au Burundi. Un groupe qui n'avait pas de pouvoir a éliminé le groupe qui était au pouvoir de Batutsi et même a pris le pouvoir contre l'ensemble de la majorité Hutu. Comment? Par le génocide de 1972. Maintenant, ici, vous avez ce lien entre les Bahima du Rwanda qui étaient au Burundi et les Bahima du Burundi. Maintenant, il reste seulement à montrer qui sont les Bahima du Burundi et quel est le lien avec Paul Kagame, qui est au Rwanda, il est Tutsi, mais en réalité, il est Hima. Maintenant, anthropologiquement, je peux te montrer que au Rwanda, on a 18 clans, c'est tout, 18, pas plus. Au Burundi, on en a environ 220, 225 de noms différents, des clans différents, 225 contre 18 au Rwanda. De ces 18 du Rwanda, oui, non. C'est exactement les mêmes noms que le groupe de Bahima qui a pris le pouvoir au Burundi. Et de ces oui, non, le clan de Paul Kagame en fait partie. Je peux jurer que Kagame, même s'il dit qu'il est aussi, il l'est, mais il est surtout, c'est un Hima. Et à ce titre-là, il est affilié au groupe de génocidaires Bahima qui ont fait le génocide du Burundi, qui après s'entraident pour prendre le pouvoir au Rwanda, prendre le pouvoir en Ouganda, et maintenant ils sont rendus à prendre le pouvoir à Kinshasa. Et si on ne les arrête pas, ce groupe d'Ohima, il est possible qu'ils vont prendre certainement tout le Congo parce qu'ils en sont capables. Alors, maintenant, Isidore, tu es là? Oui, je vous écoute, oui. Alors, Je suis alors revenu, je ma vous écoute. proposition, c'était, comme je commençais, je disais, il, il y a une piste de solution. C'est vraiment que pour Kagame, on lui colle. Et c'est possible maintenant, si on lui collait le nom de génocidaire et que la RDC et le Burundi travaillent ensemble pour lui coller le nom. Maintenant, nous avons au Burundi les preuves. Maintenant, et comment est-ce que ça pourrait aider à régler la question, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'aimerais qu'un militaire, ce soit lui qui nous dise si stratégiquement ça peut aider. Alors, Isidore, essaie de nous dire dans quelle mesure la question du génocide, si on l'a déclaré, on le collait aussi sur Kagame, comment ça pourrait aider à régler un conflit et essaie de nous expliquer, pense comme un soldat, OK? Bon, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Bon, vous avez bien expliqué
que la République démocratique du Congo a été attaquée et est en guerre depuis un certain temps. Et depuis quelques jours, nous avons appris aussi qu'au Burundi, il y a eu des attaques dans à Gatumba, où il y a eu des massacres d'une population innocente. Comme Frédéric, vous venez de le signaler, nous venons aussi d'entrer en guerre, puisque le gouvernement du Burundi vient de décider la fermeture des frontières avec la République du Rwanda. Mais il faut quand même faire très attention. Avant d'entrer dans une guerre, il faut savoir identifier l'ennemi. Le Burundi entre en guerre, soi-disant, avec un groupuscule nommé Red Tabara, qui serait aux mains d'un certain Niyombare, qui a échoué en coup d'État en 2015, et un certain Sinduhije. Mais faites attention quand même, soyons sérieux. Un groupuscule qui est incapable de mener une guerre avec une position militaire qui était sur place, qui sommet à tuer des enfants, des vieillards, ce n'est pas l'ennemi principal du Burundi. Donc, moi, je parle pour que le gouvernement du Burundi et le parti CNDD-FDD, d'où vient le gouvernement du Burundi, puissent identifier avant tout l'ennemi du Burundi. Comme son Excellence Tshisekedi a différencié le peuple rwandais et à Paul Kagame et son armée, le gouvernement du Burundi doit différencier le peuple rwandais et M. Kagame et son gouvernement et surtout son armée, la RDF, Rwanda Defense Force. Donc, actuellement, la République démocratique du Congo est en guerre ouverte contre la RDF et ses brigades avancées à l'intérieur du pays, dans le Rutshuru et Masisi, et le Rwanda, donc avec le Rwanda. Le Burundi, comme je viens de le demander et comme je le demande, doit maintenant reconnaître que le vrai ennemi de la République du Burundi, ce n'est pas le peuple rwandais, ce n'est pas le groupuscule de Red Tabara, c'est l'armée régulière rwandaise et qui aide un petit groupuscule nommé Red Tabara. Donc, nous devons prendre en compte ces éléments. Red Tabara, ce sont un petit groupuscule, mais armés et par l'armée rwandaise, qui sont des Tutsis. Le Burundi va entrer en guerre avec le Rwanda. Mais nous sommes déjà perdants d'avance. Je vous explique pourquoi. Actuellement, le Burundi a une convention qu'il doit y avoir 50% des soldats Hutus et 50% des soldats Tutsis. À supposer que le Burundi officiellement dispose sur place de 20 000 hommes, il y a 10 000 hommes Hutus et 10 000 hommes Tutsis. Même si le Burundi ramenait les 5 000 soldats qui sont en train de se battre pour rien en Somalie, il y aurait 2 500 hommes Hutus et 2 500 hommes Tutsis. Ils iraient se battre comment? Devant un Rwanda qui a 30 000 hommes Tutsis, bien armés, bien équipés, qui a des brigades
du M23 sont armés, bien équipés. Ils vont se battre avec des Burundais. Ils seront combien nos Burundais, nos pauvres Burundais? Ils sont 10 000 qui sortent des rangs de l'armée. Ils sont peut-être 2500 qui sortent des rangs de la Somalie. Ça ne ferait que 12 500 hommes. Donc, cette guerre, nous l'avons perdue d'avance. Mathématiquement, le Burundi, en guerre avec le Rwanda, à ce jour, nous sommes perdants d'avance. Ça, ce sont sur les calculs. Mais comment est-ce que nous pouvons nous battre malgré tout? Vous avez dit qu'il y a une solution. La solution, c'est stopper le Rwanda dans sa visée belliqueuse. Et comment la stopper? Il suffit actuellement que le gouvernement du Burundi, que le parti au pouvoir CNDD-FDD, officiellement, ils disent qu'il y a eu un génocide contre les Hutus commis par les Tutsis et signe la loi mémorielle. Kagame va comprendre qu'il est démasqué, il va arrêter son avancée belliqueuse. Donc, nous n'avons qu'une seule arme et une seule douille et une seule cartouche. La cartouche que nous avons, c'est la reconnaissance du génocide de 1972 faite par les Tutsis contre la population Hutu. Si on sort cette arme, l'avancée belliqueuse de Kagame s'arrête. Les autres préoccupations viendront après. Nous aurons à prouver au monde entier que les génocides qui se sont produits au Rwanda et au Burundi ont été sciemment préparés de longue date, depuis 59, depuis 90 au Rwanda, depuis l'indépendance au Burundi, ont été préparés pour que les Hutus soient minorisés, soient écartés définitivement. Et si nous ne prêtons pas attention, demain, l'Ouganda, le Rwanda, c'est déjà fait. Le Kivu, il est en train de basculer. Toute la RDC est en train de basculer. Le Burundi va basculer. Finalement, le Hutu du Burundi, le Hutu du Rwanda, le Bantou du Congo ne seront plus que des esclaves du Tutsi rwandais. Voilà ce que j'ai à vous dire. Très bien. Je voudrais encore demander à François, le Congolais, pour savoir si tu as encore une question de précision, sinon après je passerai la parole à quelqu'un d'autre qui va préciser un autre point sur le Burundi. Mais j'aimerais que s'il y a un point qui concerne le Congo que tu aimerais encore entendre pour que je le répète, sinon ce sera après dans la conférence qu'on fera avec les Congolais. Non, concernant le Congo, je parlais à Raymond, en fait. oui, il faut que Raymond nous dise ce qu'il entend, oui, d'accord. Raymond. Oh, il a coupé son micro. Raymond. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est justement pour savoir, est-ce que, comme Congolais, est-ce que ça a un peu du sens, c'est ce qu'on vient d'expliquer? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce qui a été dit concernant surtout les derniers mots, je vais dire, du général, si je ne me trompe pas, Antoine Militaire, Ouais. il a dit, il a insisté sur le fait que, bon, peut-être de façon indirecte, sur le fait que peut-être c'est en travaillant ensemble qu'on peut y arriver. Parce qu'en mentionnant les nombres de militaires possibles au Burundi actuellement versus le nombre de militaires au Rwanda, s'il fallait compter que sur le Burundi, ben, il a dit, hein, c'est perdu d'avance. Maintenant,
Le Congo, aujourd'hui, je pense qu'il est mieux positionné avec une armée quand même qui monte en puissance. Il y a beaucoup, aujourd'hui, on a une armée, on va dire, professionnelle, mais maintenant, le nombre également des militaires, d'après ce qui s'est dit, on veut atteindre jusqu'à 200 000 hommes. Nous sommes encore un peu loin, mais nous sommes déjà au-delà des, voilà, peut-être je me trompe dans les chiffres, mais nous sommes déjà au-delà des 80 000. Bon, maintenant, évidemment, ce n'est pas aujourd'hui, en 2023, ce n'est pas forcément, on l'a vu en Ukraine avec la Russie, ce n'est pas seulement les hommes, ça aide, mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, la guerre est technologique, donc les moyens, les équipements peut-être sophistiqués jouent un grand rôle dans une guerre. Évidemment, la guerre ne peut pas être qu'un militaire. S'il y a d'autres voies, je pense qu'évidemment, de toute façon, une guerre, c'est plusieurs fronts. Il y a les fronts militaires, fronts diplomatiques, fronts politiques, tout ça. Actuellement, je pense que sur les fronts, on va dire, vraiment la communication politique, je pense que les deux pays, les Congo et les Burundi, font quand même un bon travail. Même si ce n'est pas d'une façon concertée, mais j'ai l'impression que c'est que le Congo, surtout, on parle du Congo, mais c'est spécifiquement le président Tshisekedi qui impulse ces changements de ton. Si le président Tshisekedi aujourd'hui utilise ce ton, le président Ndayishimiye utilise le ton qu'il utilise aujourd'hui, je pense que tout ça, la communauté internationale constate les changements. Et évidemment, la communauté internationale ne peut pas rester longtemps donc indifférente. Et ça aide dans la communication, on va dire, politique. Maintenant, l'autre front, ça sera peut-être un front militaire, justement, parce que tôt ou tard, après avoir parlé longtemps, si c'est la seule issue, alors je pense qu'on arrivera à ça. Et dans ces cas-ci, je pense que on va dire, euh, le, si les moyens sont mis ensemble des deux pays qui ont un même intérêt, c'est-à-dire arrêter cette campagne d'agression de la part du Rwanda de Paul Kagame, ben, il y a aussi la population rwandaise, hein, n'oublions pas. Et on peut, les Rwandais mènent la guerre, mais c'est surtout Paul Kagame, c'est surtout qui veut déstabiliser la région. Mais la population rwandaise, souvent, elle est peut-être prisonnière, en fait, parce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la population rwandaise est d'accord avec tout ce que Paul Kagame fait, mais par des méthodes que Paul Kagame peut utiliser pour terroriser la population, ben, elle est un peu muette. Mais je pense que de façon générale, la population rwandaise veut aussi se débarrasser de Paul Kagame. Donc ici, je pense qu'il y a cet intérêt commun du Rwanda, du Burundi et même de la République démocratique du Congo de se débarrasser de Paul Kagame. Et ça, je pense que la mise en commun des ressources, des idées et des moyens va permettre en fait de réussir cette mission. Parce que si chacun va de son côté, en tout cas, ça sera peut-être perdu d'avance. Et donc, moi, je suis très content avec on va dire, ce nouveau dynamique de la part de ces trois pays frères, de ces deux pays frères principalement, parce que là, nous parlons peut-être en termes de pays, mais c'est trois parce que moi, j'aime parler en termes de population. Les Rwandais ne sont pas forcément avec Paul Kagame. Voilà un peu ce que j'allais dire, mais vraiment encore, ce n'est pas une question. Je sais qu'on va développer davantage dans un autre cadre, mais ce qui a été développé ici, je pense que ça me rassure personnellement par rapport à tout ce qui est tout ce qu'on voit et tout ce qu'on attend de la région des Grands Lacs. Merci. Donc, et je vois la bête dernière, pour que ce ne soit pas moi qui parle, c'est justement pourquoi on parle au Congolais, parce que le président du Burundi est un peu fragilisé puisque nous, ils sont dans tous les rouages. Et c'est pour ça qu'on aimerait que le président Tshisekedi, une fois qu'il sait, ce soit lui qui pousse le président, sort le génocide vite. Mais il faut qu'il sache que le génocide du Burundi touche le président Paul Kagame. J'aimerais que la bête Daniel explique cette vulnérabilité de Hitler, Paul Kagame en termes de génocide. J'aimerais qu'il essaie d'expliquer comment nous pensons que cette vulnérabilité, si on l'utilisait, et c'est la balle dont il parle,
je veux qu'un Congolais l'entende qu'on pourrait jouer justement sur cette question du génocide. Et si les deux pays, en termes de communication, utilisaient ça, Kagame, il est terminé. Abbé Daniel, est-ce que tu peux expliquer comment il est vulnérable à la question du génocide au niveau international, Jésus-Christ? Moi, je suis un curé, un prêtre, et Tu je sais suis comment pas, je expliquer suis à pas très ça? compétent en matière de stratégie, mais ce que je peux vous dire, c'est que le crime de génocide, c'est le crime des crimes. Et je suis vraiment euh, abasourdi de voir que le gouvernement burundais ne comprend pas que le génocide, c'est le crime des crimes. C'est même pire que la guerre. Et la guerre la plus terrible, c'est la guerre sociale, la guerre civile. Et le génocide participe à cette guerre civile aussi. Et ce que je souhaiterais, c'est que le, le gouvernement burundais soit pleinement conscient de cela, qu'il reconnaisse et publie, annonce à tout vent qu'il y a eu un génocide au Burundi il y a déjà 50 ans, et on a toutes les preuves, toutes les enquêtes ont été menées, et ceux qui étaient présents à l'époque l'ont avoué, c'est un génocide occulté, génocide qu'on a complètement laissé impuni. Et ceux qui ont, la cheville ouvrière de ce génocide, on la connaît, et Kagame est de ceux-là même qui, de très près, ont influencé ce génocide. Et on voit, il n'a pas arrêté, il est toujours dans la même direction, comme un aveugle, et il provoque des génocides sur son passage. Nous avons toutes les enquêtes de l'ONU démontrent que c'est un grand criminel, non seulement criminel, mais qu'il puise ses forces dans le génocide. C'est le génocide qui lui donne toute son autorité parce qu'il va là, il le provoque et l'attribue à ses opposants. Et ce que je souhaite, c'est que le Burundi, donc les autorités burundaises, le gouvernement, mais surtout le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui me donne l'impression d'être aux abonnés absents, le parti CNDD-FDD doit prendre conscience de ça. Parce que s'il ne réagit pas, il va vers son effondrement. Ça, c'est en connaissant les stratégies de Kagame, il va commencer par attaquer dans sa légitimité le parti CNDD-FDD qui va ensuite comparer au parti des Interahamwe au Rwanda. Alors, ce que je souhaiterais, je le répète, c'est que on puisse casser cette dynamique de Kagame et en déclarant le génocide advenu et qui continue d'ailleurs, parce que quand un génocide n'est pas puni, dénoncé et puni, il continue. C'est une façon de vivre, d'exploiter les forces sociales. Et ce n'est pas seulement un crime qui arrive une fois et qui s'arrête. Ça continue. Et, et comme ça, on aura sauvé des millions de vies. Je tremble à l'idée de voir, moi j'ai fui au Burundi il y a 50 ans, je tremble à l'idée de voir des Burundais faire le même chemin que j'ai fait il y a 50 ans, avec des baluchons sur la tête, abandonnant leur foyer, perdant tout, laissant sur le chemin des cadavres. J'ai vu à Goma des Rwandais complètement déboussolés,
fatigués, qui s'asseyaient sur des cadavres en attendant que l'organisation des camps vienne les enterrer. On perd tout le sens moral, le respect de toute vie, parce qu'on est complètement perdu. Et je serais vraiment meurtri de revoir les Burundais fuir le pays, subir des massacres, comme ça a été au Kivu il n'y a pas longtemps et ça continue au Nord Kivu. Il faut tout faire pour éviter cela à nos peuples. Et les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. Au Burundi surtout, ils doivent vraiment assumer leurs responsabilités. Pourquoi ils ne dénoncent pas le génocide advenu? C'est comme s'ils étaient complices. C'est intolérable. Il n'y a aucune diplomatie qui puisse tolérer cette façon de faire. Parce qu'il est question de la vie des gens, des petits, des grands, des mamans, des vieux, que chaque peuple retrouve sa dignité. Et puis après, on se battra pour notre indépendance économique. Mais là, on ne saura jamais être indépendant économiquement tant qu'on aura cette épée de Damoclès du génocide qui pèse sur nos têtes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Répétez donc la question. Il est clair que le président Paul Kagame, le seul problème qu'il a, c'est que toute sa politique a été construite sur un mensonge. C'est lui qui fait génocide et en accuse les autres, avait pas poursuivre des Hutus au Congo, soi-disant qu'il poursuit des génocidaires et en profite bien sûr pour voler les biens, et ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils veulent vraiment prendre toute la RDC et on penserait que c'est impossible. Moi, je suis en train de vous dire qu'ils sont capables de contrôler les pouvoirs de pays majoritaires. Même si le Burundi est petit en termes de pourcentage de la population, un groupe qui n'avait aucun pouvoir est parvenu à prendre le pouvoir et le contrôler pendant 40 ans contre l'ensemble de la majorité. Donc, c'est possible de contrôler un pouvoir contre une majorité et c'est ce qu'il cache au monde entier. Maintenant, si on le révélait, il serait démasqué. Maintenant, comment est-ce qu'on le démasque? C'est pas au Rwanda, c'est par rapport au lien entre le génocide du Rwanda et le génocide du Burundi. Au Burundi, on a ces preuves-là, mais il faudrait que le gouvernement les sorte dans les détails et montre au monde entier que, vous savez, finalement, l'histoire du Rwanda, on l'a apprise à l'envers. C'est Paul Kagame qui a été génocidaire. Et donc, il n'a aucune raison de dire qu'il poursuit des génocidaires au Congo et ainsi de suite. Ça, le monde le lâcherait le même jour qu'on saurait que c'est lui, Adolf Hitler, de la région. Alors, dernièrement, j'avais entendu les gens qui sont les Rwandais qui se disent est-ce que les Bahima, est-ce que c'est l'Empire Hima, est-ce que c'est l'Empire Tutsi? Tout ce que tu sais, Tutsi ou Hima, tout ce qu'on sait, c'est que les acteurs principaux, ce sont des Bahima et ils veulent vraiment contrôler et le Burundi, et le Rwanda, et la RDC, et l'Ouganda, et toute la région. C'est ça, et ils ont presque terminé le travail si on ne les arrêtait pas. Et alors, en vue de mettre en place une dynastie des Bahima, c'est au Burundi que nous avons la preuve. Ils ont mis en place une dynastie des Bahima, et en vue de la mettre en place au Burundi, le gouvernement du capitaine Micombero a orchestré un massacre planifié de plus de 120 clans de noms différents qu'il a regroupés sous un seul nom de Bahutu, comme s'il prenait tous les Congolais et leur donnait un seul nom, sous prétexte de pouvoir protéger
la minorité des Batutsi, donc sous prétexte de pouvoir protéger les Banyamulenge, il pourrait organiser, éliminer, faire un génocide contre toutes les tribus du Congo, sous prétexte qu'il est tenté de protéger les Banyamulenge que vous voulez assassiner. C'est comme ça que ça s'est passé au Burundi. Et c'est ce massacre qui, il y a 2 ans au Burundi, a été reconnu comme génocide dès la route de 1972. Les preuves sont prêtes et s'il vous plaît, monsieur le président de la communauté congolaise, c'est vraiment de nous aider pour que le message puisse arriver à Kinshasa, pour que si le gouvernement de Kinshasa sache que finalement la question du génocide peut être utilisée pour rendre Paul Kagame vulnérable, et il le sera. En ce moment, c'est de gouvernement à gouvernement qu'on voudrait que vous parliez. Donc, le reste, pour aujourd'hui, on peut l'arrêter ici. J'avais promis que si la communauté zaïroise m'invite pour faire en détail, donc une conférence Zoom détaillée pour tous les Congolais, je serai prêt pour le faire. Mais pour aujourd'hui, c'est ce message-là qu'on voulait transmettre. Et on a préféré le dire en français pour que vous puissiez au moins avoir une idée. Après, on verra ce qui va suivre. Voilà, pour aujourd'hui.